comment on peut s'intégrer dans ce type d'équipe? Puisque nous, quand on a interrogé les audioprothésistes, certains nous ont répondu, même pas mal par rapport à la proportion de répondants, que l'appareillage de l'enfant est un secteur très fermé. Il est difficile d'y entrer sans être coopté. Ce n'est pas une question de compétences ou de formation, mais plutôt de réseau. Donc, vous, en tant qu'ORL, comment pouvez-vous répondre à cet audioprothésiste qui visiblement a envie de devenir spécialiste de l'enfant et de s'intégrer à ce type d'équipe, mais qui visiblement a un peu de mal? Alors, je pense que ça se passe pas exactement comme ça. Bien sûr qu'il y a un réseau et qu'on connaît, on sait à qui on envoie nos enfants pour l'appareillage, etc. Et bien sûr, mais ça se pose pas tout à fait comme ça le problème. Je pense que quelqu'un qui est formé, qui a fait les différentes formations dont a parlé Alain Vinet, qui ensuite fait des stages auprès d'audioprothésistes pédiatriques, vient dans les centres implants pour du réglage, suit ces stages, etc. L'intégration va se faire relativement naturellement. Il va peut-être ensuite, une fois qu'il aura de l'expérience, prendre un poste ou des vacations dans un centre spécialisé pour les enfants sourds, etc. Et tout ça va se faire comme ça. Ça ne se fait pas immédiatement. Il faut effectivement s'intégrer parce qu'il faut avoir l'expérience. On ne peut pas recruter quelqu'un comme ça sans avoir auparavant travaillé avec au cours de stages. Voilà. Et c'est vrai que c'est tout particulièrement un domaine où la formation ne suffit pas et l'expérience va faire la différence. Donc il faut vraiment arriver à construire sur ces deux piliers, la formation, l'expérience. Et c'est donc un domaine où là, le compagnonnage prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut que des jeunes audioprothésistes, pour rentrer dans ce cercle un peu fermé peut-être, puissent travailler avec d'autres audioprothésistes plus experts. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, lorsque je disais tout à l'heure que des jeunes ont envie de rentrer dans ce métier, on n'hésite pas à les mettre à côté d'audioprothésistes experts, seniors, qui va leur permettre de rentrer dans des équipes, de comprendre justement ces interactions à l'intérieur des équipes et de connaître l'ensemble des dimensions de ce métier, que ce soit les dimensions de cette relation avec l'équipe ORL, orthophoniste, etc., que ce soit des dimensions techniques et que ce soit aussi les dimensions de comment appareiller, les techniques d'appareillage. Et encore une fois, c'est de l'expérience qui va construire ce savoir-faire. Comment ça s'est passé pour vous, Alain, en quelques mots, pour vous intégrer dans ces équipes? Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné et épaulé par un audioprothésiste qui était extrêmement reconnu dans le monde de l'appareillage de l'enfant, qui travaillait beaucoup avec l'équipe de Trousseau à l'époque. Et donc très rapidement, j'ai été mis en contact avec des écoles spécialisées, et je suis rentré donc assez vite dans ce domaine, avec l'idée de véritablement me spécialiser auprès de l'appareillage de l'enfant. Ensuite, le réseau des relations a fait que voilà. Ça se fait naturellement finalement. Ça s'est fait assez naturellement avec une proactivité de votre moi, part, c'est sûr, mais j'ai été épaulé par une personne compétente et qui m'a donné, qui m'a confirmé dans le goût que j'avais d'accompagner les familles et les enfants dans l'appareillage. Et maintenant, c'est Alain qui accompagne. C'est vrai qu'on a de belles expériences où Alain a vraiment fait grandir des tout jeunes audioprothésistes pour les rendre compétents dans tout ce domaine, et encore une fois dans des domaines techniques, dans les domaines relationnels. La guidance parentale est un des éléments clés de la réussite d'un appareillage, et donc ça s'apprend pas dans les livres, ça se comprend, ça se vit, et donc le rôle ensuite d'audioprothésiste expert comme Alain, c'est aussi de transmettre les savoirs. Professeur, est-ce que vous jugez qu'il n'y a pas assez d'audioprothésistes spécialistes du nourrisson et de l'enfant par extension, ou qu'aujourd'hui, finalement, l'offre disponible sur le territoire est suffisante par rapport aux besoins? Je pense qu'on en a encore besoin. On en a encore besoin. Les techniques, les prises en charge évoluent beaucoup. On est sur des prises en charge de plus en plus précoces et je pense qu'on aura vraiment besoin encore de renforts dans ce domaine. Donc il va falloir encore former des jeunes, et c'est vrai que je trouve aussi qu'ils sont, on les voit dans notre diplôme d'université, ils sont très motivés et on a beaucoup de jeunes audioprothésistes qui se dirigent vers ça, et c'est une très très bonne chose pour nous.
Et une dernière question avant de vous libérer, parce que voilà, je sais que vous devez partir un peu plus tôt. En termes d'évolution technologique des solutions d'appareillage, que ce soit donc l'appareillage classique ou l'implant, est-ce que vous jugez que ça va assez vite et que finalement ces évolutions suivent la même dynamique que celle qu'on observe dans l'appareillage des adultes ? Alors moi j'ai l'impression, oui, qu'on a des évolutions. Il y a beaucoup de travail des firmes sur vraiment un appareillage qui soit particulièrement adapté aux très jeunes populations d'enfants. Oui, j'ai l'impression que ces évolutions sont constantes, importantes, tiennent compte du mode de vie des enfants. Oui, c'est vrai, ça évolue tous les jours et c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui finalement sur ce segment de l'appareillage de l'enfant, que ce soit au niveau des appareils, du matériel ou des audioprothésistes, si vous aviez un vœu à faire? Moi, c'est un peu particulier à ma pratique puisque je prends en charge énormément d'enfants qui ont des aplasies d'oreilles, donc qui ont des surdités avec des problèmes d'anomalie du pavillon, de l'oreille externe. Et là, au niveau de ces appareillages-là, on a des gros problèmes de remboursement. Mais ça ne vient pas des audioprothésistes, mais ça vient des dépôts de dossiers. On a des gros problèmes de remboursement des appareils à conduction osseuse avec un reste à charge pour les familles qui est important. Et puis, on a encore des implants d'oreille moyenne, par exemple, comme Michel Béliev peut vous en parler, qui sont très efficaces pour réhabiliter ce type de surdité. Et là, la prise en charge, c'est en cours, mais c'est pas encore fait. Donc là, pour ce secteur qui concerne quand même une centaine d'enfants, de nouveaux jeunes enfants par an, on a vraiment un gros déficit. Après, pour l'appareillage des enfants qui ont une surdité de perception sévère, profonde, moi, je n'aurais pas vraiment de revendications à faire ou de gros défauts à signaler. Je crois que les choses sont bien en place et que le dépistage a vraiment permis d'avoir des circuits qui sont beaucoup plus rigoureux, des circuits de prise en charge, de bilans médicaux, de suivi, et on a de moins en moins, heureusement, d'enfants qui arrivent à 2-3 ans sans avoir été diagnostiqués, ou alors qui ont une prothèse qui n'est pas efficace et qui rate le moment idéal de l'implantation. Ça arrive de moins en moins souvent. Ça existe encore, mais voilà. Il y a eu beaucoup de progrès. On a eu beaucoup de progrès grâce au parcours parcours patient qui suit le dépistage. D'accord, très clairement. Vous avez l'impression qu'il y a l'accompagnement psychologique des parents qui est bien structuré maintenant depuis la mise en place du dépistage? C'est mieux. C'est mieux. Ça reste compliqué parce que c'est quand même pour les parents un parcours du combattant, quand même le nombre de rendez-vous qu'ils ont. Et les psychologues dans les hôpitaux, on n'en a pas assez. Les postes de psychologues, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est plus compliqué. Oui. Je pense que l'audioprothésiste a un rôle important à jouer sur la prise en charge à partir du diagnostic, parce que là, on a un vrai travail d'accompagnement, de guidance à faire, même dans le cas où on sait que finalement l'enfant va être implanté parce qu'il a une surdité profonde, par exemple. Ce travail d'appareillage est aussi une préparation, une mise en confiance avec les équipes hospitalières, et donc c'est un temps de parole aussi pour les parents pour absorber effectivement le diagnostic qui est toujours d'une extrême violence, quoi. Et c'est vrai que l'audioprothésiste passe beaucoup de temps avec l'enfant et les parents. C'est peut-être le professionnel de santé qui va passer dans les quelques premiers mois le plus de temps, parce qu'il y a de nombreux rendez-vous, et donc ce rôle non pas de psychologue, bien sûr, c'est pas notre rôle, mais ce rôle de prise en charge, d'écoute de l'audioprothésiste est important aussi. D'accord. Nous allons libérer le professeur qui doit partir. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. De rien, merci. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Donc on va s'attacher maintenant plus spécifiquement aux particularités d'un audioprothésiste spécialiste de l'enfant en comparaison avec un audioprothésiste généraliste. Donc on en a un peu parlé en amont, mais vous, Richard Darmon, vous avez décidé de faire un réseau au sein de votre réseau de spécialistes de l'enfant. Donc quelles sont pour vous les compétences et les qualités requises? Comment vous sélectionnez les audios qui vont faire de l'enfant? Alors, effectivement, on est parti du principe que tous les audioprothésistes ne pouvaient pas et ne devaient pas s'engager dans la prise en charge pédiatrique. Et donc, ça nous a conduit tout naturellement à définir une sorte de sous-réseau, de réseau
Nous, ça concerne à peu près une quarantaine de centres, un peu partout en France, souvent en étroite collaboration avec les hôpitaux, avec les centres d'enfants sourds, etc. Et ça s'est fait plutôt naturellement. Comme le disait Alain Vinet tout à l'heure, cette évolution vers la spécialisation pédiatrique, c'est quelque chose qui correspond à d'abord une envie d'un audioprothésiste. Il faut qu'il y ait cette motivation forte, cette envie d'y aller, de faire ce métier qui est clairement différent. Et puis ensuite, il y a une sorte de cooptation, puisque je parlais de compagnonnage. Il faut que les gens aient envie de travailler ensemble, il faut que les audioprothésistes seniors aient envie de transmettre et les plus juniors aient envie de s'inscrire dans ces parcours qui sont parfois un peu longs, qui impliquent de prendre beaucoup de temps, on le disait, avec les patients. Donc ça se fait assez naturellement. Alors ensuite, les qualités, peut-être que Alain pourra compléter, mais on sent bien qu'il y a une dimension psychologique très forte. C'est-à-dire, il faut vraiment que les audioprothésistes aient envie de dépenser leur énergie vers les autres, que ce soit bien sûr vers les petits patients et aussi vers les parents. Cet accompagnement est crucial. Donc il y a cette dimension psychologique, ça c'est quelque chose d'assez naturel. Il y a aussi une dimension qu'on pourrait qualifier de patience, tout simplement, parce que l'appareillage d'un enfant, c'est beaucoup de patience. Faire une audiométrie comportementale, on en reparlera, c'est beaucoup d'écoute, c'est accepter de décomposer le rendez-vous en plusieurs fois, etc. Donc c'est de la patience. Et puis, c'est l'acceptation de s'investir de façon assez modeste dans toutes ces techniques qui font la réussite d'un appareillage. Monsieur Vinet, vous avez des choses à compléter au vu de votre expérience personnelle ? Aimer le contact avec les enfants, c'est évident. Être dans une démarche d'accompagnement des parents et donc la dimension psychologique, elle a évidemment toute sa place suite à la violence du diagnostic. Donc on est dans une démarche de reconstruction. Il faut donner aux parents confiance, les aider à avoir une vision la plus claire possible des capacités, parce qu'un audiogramme ça parle pas forcément, donc il faut décoder, il faut traduire l'audiogramme en termes de pédagogie. Il faut de la pédagogie pour que justement le suivi puisse se mettre en place et que les parents trouvent leur place d'acteurs de la réhabilitation de leur enfant. Christian, par rapport donc aux caractéristiques que doit avoir un audioprothésiste spécialiste de l'enfant, vous corroborez ce qu'ont dit les personnes à côté de vous ? Oui, complètement. Bon, je ne suis pas vraiment le grand spécialiste. Moi, c'est plutôt la partie technique, bien entendu, mais ce que je vois sur le terrain, c'est on voit des gens passionnés, donc c'est peut-être aussi un point très très important. Qui dit passion dit après effectivement faire bien son travail, et puis effectivement la patience, la guidance parentale, la psychologie, tout ça c'est des éléments qui sont importants pour un audioprothésiste qui se destine à l'appareillage de l'enfant. C'est vrai que par rapport à un audioprothésiste qui fait de l'adulte, c'est complètement différent. L'adulte, on est plutôt dans la refaire comprendre la parole, puisque l'adulte, au fur et à mesure des années, eh bien, il perd l'intelligibilité de la parole. Donc là, on fait simplement refaire comprendre la parole. L'enfant, c'est complètement différent. On est dans une démarche effectivement de reconstruction. C'est apprendre à parler, apprendre à s'insérer en milieu social, intégrer les parents aussi dans cette démarche-là. Donc c'est complètement différent. Ouais. Richard, est-ce que ça arrive que certains, vous dites que beaucoup de jeunes sont intéressés par cette spécialisation, se disent oui, c'est bien, et puis finalement ils se disent non, finalement je m'en sortirai pas, c'est pas mon truc? Ça, c'est assez rarement comme ça que ça se passe, mais à un moment, on voit des jeunes se spécialiser, donc se passionner, avoir vraiment cette démarche, et donc on sait que eux ils vont devenir des spécialistes de l'appareillage pédiatrique, et puis d'autres qui vont un peu papillonner, puis qui vont rester plutôt peu naturellement sur le métier de l'appareillage des seniors.
Et voilà, ça se fait vraiment très très naturellement, parce que c'est pas, il n'y a pas une sélection. Nous, on n'a pas une sorte de diplôme. On fait beaucoup de formations. L'avantage de notre réseau spécialiste, c'est que justement, on peut organiser de la formation ensemble. On peut travailler sur des bonnes pratiques, échanger des bonnes pratiques. Donc, on arrive à augmenter le niveau de compétence de l'ensemble de ces équipes. Et donc, c'est assez naturellement que les gens s'embarquent dans ce travail, dans ces équipes, s'investissent, investissent du temps, une journée de formation par-ci, par-là, etc. Ou au contraire, laissent un peu tomber et se concentrent sur un autre beau métier qui est l'appareillage des seniors. Michel, donc on a un peu parlé du nombre d'audioprothésistes qui sont régleurs. Est-ce qu'il y a plus d'audioprothésistes régleurs chez ceux qui font de l'enfant ? Bon, ça c'est lié au nombre de centres, donc il y a quand même plus d'audioprothésistes qui font du réglage de l'adulte. Donc chez l'enfant, je pense un tiers peut-être de ces régleurs nécessite bien entendu des compétences là aussi spécifiques du réglage de l'implant. On s'improvise pas régleur de l'enfant, et si on a réglé de l'adulte, ça ne veut pas dire qu'on saura régler un enfant, c'est complètement différent. Il faut bien entendu de très bonnes bases techniques de la prothèse, mais de l'implant, parce qu'il y a une dimension physique supplémentaire sur la stimulation électrique de l'oreille interne, les électrodes. Les mesures aussi subjectives et objectives. Voilà, savoir objectiver un réglage, connaître toutes ces techniques qui sont multiples. Donc là, c'est un travail encore plus pluridisciplinaire peut-être que l'appareillage classique. Donc maintenant, toutes les formations d'audioprothésistes, comprennent souvent des modules de formation sur l'implant cochléaire et ses réglages. Donc je pense que c'est important de passer par là. Comment fait-on ? Parce qu'effectivement, on a 43% des audios qui ont répondu à notre sondage qui ne sont pas régleurs, mais qui aimeraient le devenir. Je crois que là, c'est à eux de taper à la porte des centres. Nous, on ne décide pas qui est régleur d'implant. Nous, souvent, on nous sollicite. Le centre d'implantation cochléaire nous dit, voilà, cet audioprothésiste va prendre en charge des réglages. Pouvez-vous le former sur vos matériels ? Donc, on va le former, bien entendu, au logiciel et aux spécificités de nos implants. Mais souvent la démarche vient du centre d'implantation cochléaire qui lui-même a été sollicité par l'audioprothésiste. Il y a quand même, je pense, une 60aine de places qui se libèrent par an dans les centres, donc il y a un renouvellement, il y a de nouveaux régleurs parce que le nombre d'implantés augmente. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un cumul des patients implantés. L'implant de l'enfant, ça a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'implantait pas des nourrissons, on implantait des enfants de 2-3 ans. L'âge d'implantation a baissé, et donc si on prend les 5 dernières années, il y a peut-être 700 implants par an, 7 x 5, 35, il y a 3500 enfants qu'il va falloir suivre. Et tous les ans, il faut les revoir. Donc, il y a des fils qui augmentent. Donc, il y a des besoins croissants de régleurs, de temps de réglage, de suivi. Et donc, je crois que le nombre d'audioprothésistes régleurs, là aussi, va augmenter. Et le fait d'être régleur également intensifie les liens au sein de l'équipe pluridisciplinaire dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi pour ça que forcément, il y a l'intérêt technique aussi. Vous êtes régleur d'implant Non, mais dans notre équipe, on a des régleurs. Ouais. Et c'est vrai que donc, ça participe à cette cohésion qu'il y a au sein de l'équipe pluridisciplinaire autour du petit patient. Non. Le réglage aussi de l'implant se fait en collaboration souvent avec une orthophoniste. Donc il faut, et quand il y a un problème, il faut vraiment aller taper à la porte du médecin pour dire il y a tel problème, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'électrode est bien en place, est-ce qu'elle a bougé Donc l'audioprothésiste doit se poser des questions quand il est bloqué, où il a un problème technique. Il ne va pas dire je sais tout, je vais régler le problème. L'orthophoniste qui a une vraie place, qui joue un rôle très important dans la prise en charge de l'enfant. Il y a aussi des risques, on va dire. Oui, c'est un système implantable actif, donc on peut, je ne vais pas dire traumatiser un enfant, mais si on stimule à des MCL, à des niveaux de stimulation élevés, on peut avoir un enfant qui refusera de porter son implant pendant des semaines ou des mois, parce qu'il a été un petit peu choqué au niveau de l'intensité. Donc il faut faire attention, on peut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'en prothèse, c'est la même chose. Si on met un audiomètre on balance 120 dB dans l'oreille de l'enfant, il va peut-être pas aimer. Mais si on surcorrige, il nous fera comprendre que l'appareil, ça va pas. Voilà. Pas de souci. Et puis l'aspect aussi médical, surveillance cutanée, dès qu'il y a une petite rougeur, une petite infection, on parlait tout de suite et pas laisser les choses s'aggraver. Donc voilà. C'est un peu la Formule 1 j'ai envie de dire, de la prothèse aussi. Oui, c'est sûr que ça fait appel à des techniques très avancées. Quand on voit les matériels qu'on est amené à développer
justement pour mieux faire des audiométries, pour développer des pratiques de l'audiométrie comportementale avec de meilleurs résultats. Alain peut en parler mieux que moi, bien sûr, mais ça nécessite effectivement d'aller très loin dans les techniques. Hein, vous pouvez on a développé nos propres outils, justement, pour l'audiométrie comportementale. Il faut effectivement une expérience, mais il faut aussi un environnement. Et cet environnement, il est important. On ne va pas tester un enfant en technique adulte, évidemment. Il nous échapperait au bout de quelques minutes.